Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chapdelaine et David Morisot. Bonne écoute! Bonjour Michel. Bonjour David. Dans ce nouvel épisode d'Histoire de Chine, nous accueillons Xavier Paulès, maître de conférence de l'EHESS et directeur du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier, vos thèmes de recherche sont l'histoire urbaine de la Chine contemporaine, l'histoire des jeux de hasard et l'histoire de l'opium. C'est sur ce dernier sujet, l'opium, que nous allons maintenant échanger, car vous avez publié il y a une dizaine d'années un livre sur le sujet qui maintenant fait autorité. Avant de commencer, permettez-moi toutefois une rapide remarque. L'histoire de l'opium en Chine peut facilement prêter à polémique. Rappelons donc ici, encore une fois, que nous ne faisons que de l'histoire. Et c'est bien pour ça que le livre de Xavier Paulès, votre livre, nous a séduits. Parce que pour une fois, j'ai envie de dire, vous n'abordez pas le sujet de l'opium du simple point de vue du commerce international ou de la géopolitique, mais vous avez donné de la granularité au sujet. En d'autres mots, et c'est ce que nous allons faire dans cet épisode, vous parlez aussi de la demande du consommateur, ce qui nous a semblé passionnant. Après cette brève introduction, je laisse la parole à Michel pour la première question. Alors Xavier, ma première question sera finalement le début de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait pour passer de cette jolie fleur, dont vous nous apprenez d'ailleurs dans votre livre qu'elle vient d'Europe, à l'opium à proprement parler et comment on le consomme ? Oui, alors en fait, c'est assez compliqué. L'opium, ça commence par une plante qui s'appelle le Papaver somniferum, qui effectivement est issue d'Europe. Les plus anciennes traces archéologiques qu'on en a, c'est la région des lacs suisses. Et donc cette plante, c'est une plante qui ressemble au coquelicot, un petit peu de notre banal coquelicot. Et quand la fleur est déjà parvenue à maturité, que les pétales commencent à tomber, la capsule de cette plante est d'assez grosse taille. Et quand on l'incise, eh bien, il y a un jus qui coule, un suc. Et c'est ce suc qui, une fois qu'il sera séché, donnera une matière qui s'appelle l'opium brut. Donc, c'est une matière de couleur noirâtre, de la consistance du mastic et qui peut se conserver très longtemps et très facilement. Pour pouvoir consommer l'opium, il faut faire subir à cet opium brut une transformation qui va s'appeler le bouillage. Donc, c'est une opération relativement simple qu'on peut faire sans avoir un matériel très, très sophistiqué qui consiste à dissoudre cet opium brut dans de l'eau en le faisant bouillir et de faire réduire progressivement la solution jusqu'à ce qu'on obtienne un liquide de la consistance de la mélasse. Ce liquide s'appelle l'opium préparé. Et c'est cet opium préparé qui, après une nouvelle petite opération, va permettre qui va être consommable sous forme de fumée. La méthode la plus courante, celle qui est la plus familière, c'est la méthode qu'on appelle, on va dire à la chinoise, celle qu'on voit par exemple dans le lotus bleu de Hergé. Elle va consister à prélever avec une aiguille une goutte d'opium préparé, donc une substance visqueuse, et ensuite de cuire cette goutte à la chaleur d'une lampe de forme spéciale. Et ensuite, la matière qu'on obtient va être appliquée sur le fourneau de la pipe à opium. Et ensuite, on va fumer cette matière comme ça. Donc, vous voyez, c'est des étapes assez... rien d'industriel. On n'est pas à un stade industriel de la drogue, mais on est à un stade, disons, au stade le plus poussé des drogues artisanales au niveau de la sophistication. Parlez-nous maintenant du succès qu'a connu l'opium en Chine et comment ce succès, qui a été assez fulgurant au XIXe siècle, s'est déroulé. Alors, c'est une question qui a retenu l'attention de pas mal d'historiens, effectivement, mais qui, selon moi, n'a probablement pas encore, on n'a pas encore apporté des réponses définitives à cette question. Effectivement, la question se pose en termes très, très simples, c'est qu'est-ce qui peut expliquer
qu'en quelques décennies, au début du 19e siècle, l'opium remporte un tel succès auprès des consommateurs chinois. Alors d'abord, il faut savoir que c'est une pratique de luxe à l'époque. Les prix de la drogue sont très élevés. La drogue provient d'Inde au début du 19e siècle, donc c'est une marchandise de luxe. Qui requiert un matériel assez sophistiqué, donc également un matériel assez coûteux pour la consommation. La pipe à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure est quelque chose qui coûte quand même une certaine somme d'argent. Et donc, cette pratique de luxe, pourquoi est-ce qu'elle se développe en Chine plus qu'ailleurs? Alors, il y a plusieurs types d'explications. Il y a des historiens qui ont mis l'accent, par exemple, sur le fait qu'il y avait une certaine valorisation de la fumée, notamment dans la pharmacopée traditionnelle chinoise, avec des pratiques comme la moxibustion, que le tabac était lui-même fumé sur une très large échelle à cette époque-là. Il y a aussi le fait qui est très important qu'on est dans une pratique à la fois de consommation d'opium pour le plaisir, mais aussi pour des raisons médicales. C'est-à-dire que l'opium est un analgésique, il supprime ou du moins atténue la sensation de douleur. Donc, de ce point de vue-là, dans une époque où il n'y a pas d'équivalent, cette époque-là, il n'y a pas d'aspirine, donc avec l'opium, vous arrivez à vous débarrasser ou du moins atténuer des petites douleurs qui empoisonnent votre vie quotidienne, douleurs de mal aux dents, mal au ventre, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui explique aussi le succès de cet opium à l'époque. Et d'autre part, ce qui a été peut-être le plus convaincant comme explication, je pense, c'est l'existence déjà d'une énorme masse de consommateurs potentiels qui sont les frustrés des examens impériaux. C'est-à-dire qu'on constate que parmi les premiers consommateurs d'opium, il y a énormément de gens qui sont ces personnes qui sont freinées dans leurs espérances d'ascension sociale parce que le système des examens impériaux est très sélectif, qui en même temps souvent sont issus de familles relativement aisées. Et donc, parmi ces couches de la population, on va recruter des quantités importantes de consommateurs. Mais encore une fois, je vous le dis, je donne des éléments d'explication, mais pour l'instant, il n'y a pas d'explication encore parfaitement satisfaisante qui permettrait de rendre compte de cet extraordinaire boom de la consommation d'opium dans les premières décennies du 19e siècle en Chine. Alors, vous évoquez dans votre livre, Xavier, qu'au début du XXe siècle, on assiste en Chine à un recul de la consommation de l'opium. Alors, en fait, j'ai deux questions, Xavier. C'est pourquoi cette volonté d'éradiquer la consommation d'opium, comme ça, brutalement, par les Qing, et par quel biais? Alors en fait, depuis le début de la présence de l'opium, depuis le début du 19e siècle, disons, la drogue est toujours perçue de manière négative par les élites administratives, notamment chinoises. Mais cette vision négative, à cette vision négative de l'opium va substituer bientôt une véritable obsession pour l'opium dans les élites disons, proto-nationaliste de la Chine de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que dans cette quête passionnée de ces élites proto-nationalistes de la fin du 19e siècle pour rechercher les causes de l'arriération de la Chine, ou du moins de l'affaiblissement de la Chine par rapport à l'Occident, on va donc passer en revue tout ce qui pourrait expliquer ce retard de la Chine. Et parmi les facteurs qui sont les plus mis en avant, il y a la consommation d'opium. Et donc de ce consensus va sortir, à partir de 1906, une politique très efficace de lutte contre la drogue qui va être à mettre à l'actif de la dynastie des Qing. Donc, en petite parenthèse, c'est une excellente illustration du fait que cette dynastie des Qing, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois, ne s'est absolument pas effondrée par son incapacité à se réformer, par son incapacité à transformer, moderniser le pays, mais au contraire, parce qu'à partir de 1901, elle s'est lancée dans des entreprises trop brusquées et trop radicales de modernisation qu'on appelle les nouvelles politiques. Et la lutte contre l'opium est un excellent exemple parce que c'est une lutte qui va priver la dynastie de recettes fiscales importantes
et qui va donc obliger à augmenter à d'autres endroits la fiscalité. Et c'est une politique aussi qui va être impopulaire vis-à-vis des fumeurs eux-mêmes, vis-à-vis de toute la nébuleuse des gens qui vivaient de l'opium, depuis le paysan qui plante le pavot jusqu'au marchand en passant par le tenancier de fumerie d'opium. Et donc, cette politique va être très efficace. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est la première politique au niveau mondial, première politique concertée, rationnelle de lutte contre une substance addictive. Donc on est quand même là en train j'espère en tout cas, de mettre complètement à mal le cliché de cette dynastie des Qing, disons passive, purement passive. À la grande surprise des observateurs occidentaux de l'époque, qui pensaient probablement que c'était une manœuvre dilatoire de la part des dynasties des Qing, qu'il n'y a pas une véritable sincérité dans ces efforts. En fait, ils vont très vite se rendre compte que les résultats sont là et qu'au moment où la dynastie des Qing s'effondre, en 1911, l'opium est déjà très proche d'être éradiqué de Chine. Donc là, il y a quelque chose d'absolument fondamental, c'est que l'opium a subi en 1906-1911 vraiment un choc très important. La consommation a diminué. Le consensus s'est généralisé comme quoi c'était une chose mauvaise de fumer, mauvaise à la fois pour la santé, pour la famille, mais aussi pour la patrie. Et donc, la Chine vit toujours depuis sur ce diagnostic de l'opium comme d'une substance particulièrement néfaste. Et ensuite, au XXe siècle, il va y avoir d'autres campagnes qui vont être lancées contre l'opium, donc notamment la campagne du Kuomintang au milieu des années 30, dont les résultats seront moins spectaculaires, mais qui vont quand même contribuer à la baisse de la consommation. Et d'une manière générale, il va y avoir aussi une propagande qui va se développer pendant toute la période républicaine, propagande extrêmement efficace qui associe le consommateur d'opium à un être misérable, squelettique, très affaibli, et donc on arrive à créer l'image d'un consommateur d'opium purement repoussoir. Et ça, c'est très efficace et ça explique très bien comment la jeunesse se désintéresse de la drogue dans les années 20, les années 30. Quand j'ai étudié à Canton la population des fumeurs, dans les années 30, c'est clairement une population qui est très vieillissante. Les jeunes de 20 ans ne fument plus déjà. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que en 1949-1950, le Parti communiste, à son tour, a lancé une campagne vigoureuse contre l'opium, mais disons qu'il a bénéficié du travail de ses prédécesseurs et qu'à cette époque, l'opium était déjà une drogue en plein déclin. Contrairement à ce qu'affirment en général les historiens de Chine populaire, qui expliquent qu'il s'agit d'un miracle, d'une extraordinaire campagne extrêmement efficace, qu'on n'avait jamais vu ça dans l'histoire. En fait, la campagne est efficace, elle obtient des résultats, c'est exact, mais comme je l'ai dit, il s'agit de la contextualiser et de bien souligner le fait que déjà l'opium était une drogue vraiment sur le déclin. Pour rebondir sur cette question, on voit au même moment, en réalité, une disparition aussi des habitudes de consommation de l'opium dans le reste du monde chinois. Alors, je sais que c'est peut-être en dehors de votre sujet d'étude, mais ma question, c'est comment ça se fait qu'à Taïwan, en Asie du Sud-Est, dans ces communautés chinoises, cette habitude va aussi se perdre? En fait, ça corrobore tout à fait ce que je disais sur le fait que c'était déjà une drogue en déclin. Et donc, dans les pays où on n'a pas lancé d'offensive aussi radicale que l'opium, contre l'opium qu'en Chine continentale, eh bien, la consommation va s'éteindre d'elle-même petit à petit dans les années 1950, un peu au début des années 60 et dans les tout derniers cas dans les années 1970. C'est la drogue de papa. C'est une drogue qui n'est pas pratique à consommer. Il faut tout un appareil, comme j'ai déjà expliqué. C'est une drogue qui n'est pas aussi efficace que les drogues telles que l'héroïne, telles que la morphine, telles que d'autres substances comme ça. Donc, en quelque sorte, elle est victime du fait que c'est la dernière drogue, comme je l'ai expliqué au début, la dernière drogue artisanale, en fait. C'est-à-dire que les molécules qui sont mises sur le marché à partir du début du XXe siècle et qui vont supplanter largement l'opium, donc l'héroïne et la morphine en particulier, sont des drogues industrielles, beaucoup plus efficaces et aux effets beaucoup plus dévastateurs aussi, parce que les effets de la consommation d'opium doivent être nuancés.
il y a des gens qui se tuent avec la consommation d'opium, il y a des gens qui ruinent leur famille, etc. Mais d'une manière générale, la très grande majorité des consommateurs consomment la drogue de manière raisonnable, en se gardant bien de devenir dépendants. Donc voilà, pour en revenir à la question des zones périphériques où la diaspora chinoise avait diffusé la consommation d'opium, c'est un processus d'extinction qui est progressif et qui, bon, évidemment, mériterait d'être examiné dans chacun des cas, mais qui est quand même assez général. Hein. Les fumeries d'opium de Hong Kong dans les années 1950, c'est déjà vraiment que des parties très marginales de la population, des gens très pauvres, des hommes généralement travailleurs manuels qui s'y adonnent. C'est une drogue qui a été complètement abandonnée par la grande majorité de la population. Alors Xavier, votre livre est extrêmement bien renseigné, il est plein de chiffres, il est assez. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous travaillé pour obtenir toutes ces sources? Quelles ont été les archives que vous avez consultées? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Avec plaisir. En fait, les sources qui avaient été utilisées jusqu'à ce que je m'intéresse à la question étaient essentiellement des archives diplomatiques, des sources diplomatiques et des publications qui étaient issues des associations anti-opium, des missionnaires qui luttaient contre l'opium. En fait, ça venait du fait aussi que ce qui intéressait les historiens essentiellement, c'était l'aspect diplomatique et politique de l'opium. Les guerres de l'opium, les accords diplomatiques, la lutte contre l'opium du Kuomintang et du Parti communiste chinois. C'était pas la vie quotidienne des fumeurs qui passionnait les gens. Donc pour en arriver à la possibilité de pouvoir rendre compte de manière rigoureuse et à peu près fiable de cette vie des consommateurs, il faut multiplier patiemment les sources qui permettent d'en rendre compte. Alors la plus importante, c'est probablement les faits divers de la presse. C'est-à-dire que j'ai collectionné de manière systématique les faits divers de la presse cantonaise des années 20 et 30 qui se rapportaient à la vie des consommateurs d'opium dans les fumeries d'opium. Ça, c'était vraiment très instructif. J'ai dû avoir un corpus de 400, quelque chose comme ça, 400 faits divers qui renseignaient donc sur les aspects les plus triviaux, mais passionnants à mes yeux, de la consommation d'opium dans les fumeries. Après, il y avait beaucoup également de revues qui étaient des revues de lutte contre la consommation d'opium que j'ai utilisées. Il y avait également de l'histoire orale. J'ai interrogé dans les années 2005-2006, j'ai écumé les maisons de retraite cantonaises pour essayer de trouver des gens qui qui avaient vécu cette période comme quand ils étaient adolescents ou jeunes adultes. C'était des gens qui commençaient déjà à se faire rares à l'époque. Hein. Il fallait aussi qu'ils aient conservé leur faculté pour pouvoir témoigner, mais j'ai obtenu des éléments très intéressants aussi de ces personnes. J'ai eu la chance de tomber sur une femme qui avait travaillé dans une fumerie d'opium quand elle était une enfant d'une dizaine d'années, par exemple. Les récits de voyage sont une source très utile, qu'il s'agisse de récits de voyageurs chinois à l'intérieur de leur pays ou d'étrangers qui voyagent en Chine. Les guides touristiques aussi ont été une source intéressante. Les opéras cantonais, les livrets d'opéras cantonais m'ont été utiles, de même que les œuvres romanesques de certains romanciers cantonais. Alors, je ne sais pas s'ils ont été beaucoup traduits en français, je n'ai pas l'impression, mais le grand romancier cantonais Oh Yang-shan a écrit plusieurs nouvelles qui portent sur la vie des fumeries et des nouvelles vraiment absolument fascinantes que j'ai employées avec évidemment toute la prudence qui s'impose quand on parle d'œuvres littéraires, mais néanmoins c'était très éclairant. Et j'ai également beaucoup utilisé Hong Kong comme un observatoire de la vie cantonaise, parce que Hong Kong est situé à 300 km à peu près de Canton, sous souveraineté britannique dans la période qui m'intéresse, et donc la presse pouvait y publier des nouvelles concernant Canton avec une totale liberté, donc c'était très intéressant. Et de la même façon, c'était une zone
où l'opium faisait l'objet d'un monopole d'État avec des prix assez élevés et assez stables. Et donc, en fait, on pouvait voir avec les difficultés de ce monopole, on pouvait avoir une idée de ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire que quand le monopole, dans les années 1910, marchait bien, n'était pas victime de trop de contrebande, ça s'expliquait par le fait que de l'autre côté de la frontière, la consommation d'opium restait très faible et qu'il y avait pas et surtout que les circuits de distribution du pavot n'étaient pas encore revenus n'étaient pas encore en état de marche. Alors qu'à partir des années 1920, au contraire, quand l'opium a relativement bon marché en provenance du Yunnan, du Sichuan, du Guizhou arrive au Guangdong, là, le monopole de Hong Kong a vraiment des grandes difficultés avec la contrebande parce que à sa porte, il y a des flots d'opium à bon marché qui accourent. Donc voilà, Hong Kong était en quelque sorte une espèce de révélateur, au sens chimique du terme, de la situation cantonaise. Xavier, merci pour toutes ces explications. J'encourage les lecteurs à vous lire votre livre, L'opium, une passion chinoise, paru aux éditions Payot, paru en 2011. Mais on le trouve encore, hein, j'en suis la preuve, je l'ai trouvé. Donc, en tout cas, en France, il se trouve encore. Une dernière précision, Xavier Paulès, vous travaillez aujourd'hui sur un autre sujet. Quelles sont vos recherches ? À quelle occasion aura-t-on encore de vous lire sur un nouveau sujet ? Bon, après l'opium, j'ai publié en 2019 un livre qui est une synthèse sur la période républicaine 1912-1949. Donc là, je me suis intéressé à de l'histoire générale. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je suis en train d'écrire l'histoire d'un jeu de hasard chinois qui s'appelle le Fantan et qui a pour caractéristique unique d'être un jeu qui existe depuis 2000 ans. Et donc, j'entreprends d'écrire, je suis en train de finir un livre qui va retracer cette histoire, qui est aussi une histoire en partie cantonaise, mais pas seulement, et qui est une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui, puisque si vous avez l'occasion d'aller dans certains des casinos de Macao, il reste encore quelques tables de Fantan. Donc, voilà mon principal cheval de bataille maintenant, c'est ce jeu de hasard que je voudrais sortir de l'oubli dans lequel il est malheureusement toujours plongé. Parfait. Nous, on est là pour ça et on espère qu'on aura l'occasion de s'entretenir une nouvelle fois avec vous pour en parler. Parfait. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Mille merci. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec le podcast Histoire de Chine. N'hésitez pas à nous soutenir d'un like sur votre plateforme de podcast de prédilection. Retrouvez la Société d'Histoire sur son site internet histoire-chine.fr. À bientôt sur Histoire de Chine.